Donc j'ai vraiment aimé cette session parce que ça a révélé au fait que la cybersécurité n'est pas qu'une affaire des entreprises, des professionnels, mais une affaire de tout le monde. Alors, moi j'aimerais plus apprendre sur Cyberastre. Eh bien, monsieur Jimmy, à vous la parole. Je m'appelle Jimmy Munda, je suis ingénieur en cybersécurité et ensemble avec quelques amis, nous avons monté Cyberastre, qui est une initiative de réflexion sur la cybersécurité. Nous avons une approche plus pratique de la cybersécurité. On entend souvent ce mot cybersécurité, sécurité de l'information. Alors à Cyberastre, ce que nous on fait, c'est l'attaque. Ça veut dire que dans tout ce que nous allons présenter, nous allons vous montrer le côté agressif de la sécurité, tout en vous expliquant les moyens de défense, les moyens de prévention, en passant par la théorie et voilà. En gros, Cyberastre, c'est ça. Voilà. Nous sommes ici pour apprendre, n'est-ce pas, monsieur Jimmy? Et dans l'apprentissage, il vaut mieux poser de questions. Alors, moi, c'est Manuela Elonga, étudiante à l'Université protestante au Congo, ingénieure en réseau informatique. Ma question est de savoir, quand vous faites ça, c'est quoi votre motivation? Déjà, par rapport à cette lab n'a pas une motivation criminelle. Là, déjà, il faut savoir. Ici, on a une motivation pédagogique. On veut en fait faire partager les connaissances et aussi comme avoir des spots, avertissements ou les savoirs que les différents faits ici existent et comment se protéger. Mais en premier lieu, c'est la motivation pédagogique. Merci beaucoup, monsieur Phil. Non, en fait, là, il s'agit d'un lab, justement. L'idée, c'est justement de pouvoir étudier les failles et de pouvoir proposer des solutions. Mais dans le monde réel, c'est assez différent, hein, surtout actuellement avec des entreprises dans un monde concurrentiel. Alors, généralement, c'est pour subtiliser les informations importantes. Des informations en rapport avec la concurrence, par exemple, des informations financières, détourner les utilisateurs d'un système vers un autre dans le but justement de pouvoir utiliser leurs informations personnelles. La data actuellement, justement, elle est très importante et les données peuvent servir justement à d'autres motivations. Donc voilà un peu les motivations qui peuvent pousser les hackers à pouvoir faire une intrusion dans un système. Juste pour ajouter à ce que M. Dan a dit, la motivation des hackers aussi peut être en fait criminelle. Donc, elle peut être du sabotage. Donc, du genre, en fait, on peut juste des pistes, donc genre effacer en fait toutes les données qui peuvent se trouver sur le website afin que le site soit inaccessible. Et monsieur Phil, est-ce que vous êtes prêt à commencer les labs maintenant? Oui, à partir d'ici, on peut commencer les labs. Eh bien, on va commencer, monsieur Phil. À vous l'honneur. Merci. Là, aujourd'hui, on va parler de la redirection d'IRL ou Open Redirect, comme on a parlé. Mais Open Redirect, c'est une vulnérabilité ou pas de type redirection lorsqu'une application a une entrée contrôlée par l'utilisateur d'indiquer une destination de redirection sans validation. Là, on va passer au lab. Comme on a dit avant, une vulnérabilité de type Open Redirect se produit lorsqu'une application permet à une entrée contrôlée par l'utilisateur de dicter une destination de redirection sans validation. En créant une URL malveillante, un pirate peut rediriger les utilisateurs. Donc, il peut soit créer un post sur différents réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn, Instagram, et les gens qui vont voir l'URL, ils vont le trouver que l'URL est légitime, sauf que le pirate en question, il a pu créer une page identique à la page originale par plusieurs méthodologies, soit par le clonage de la page originale, et une fois les utilisateurs vont cliquer sur l'URL que le pirate va poster ou soit envoyer par mail, soit par SMS, soit par message WhatsApp direct. Les utilisateurs vont enfin être redirigés sur une page malveillante que
le pirate a pu créer, a pu cloner. Il peut maintenant récupérer les informations que tous les utilisateurs vont entrer et en fait, il vous redirige vers la page originale. Une autre façon, il peut vous inciter à télécharger des fichiers audio ou vidéo ou PDF ou des logiciels espions, des logiciels malveillants, des virus et ainsi de suite. Et pour aujourd'hui, notre cible, oui, ça c'est une petite définition de la redirection d'URL ou Open Redirect. Là, c'est notre cible qu'on va parler pour aujourd'hui. On a ici javadoc.io où on a pu découvrir, on a pu trouver que javadoc.io a une faille de Open Redirect et c'est juste simple. Là par exemple, je peux créer une URL pour rediriger vers Google et c'est java.io. Il suffit juste d'entrer 4/ et de donner les domaines en question comme on peut voir ici et directement ça va nous rediriger vers le site de google.com sans même notifier, sans même dire à l'utilisateur que vous quittez notre site pour aller vers le site de google.com. Malheureusement, javadoc.io n'a pas tous ces contrôles. De ces faits, javadoc.io a une vulnérabilité Open Redirect. Comme là, si j'actualise directement, c'est redirigé vers le site de google.com. En sachant ça, un pirate peut en effet venir sur le site de javadoc.io, cloner le site tout entier, créer une page identique où il a les contrôles. Il peut en fait contrôler qui se connecte, récupérer les données. Ça peut être des données de localisation et ça peut être des données personnelles. Ça dépend en fait de l'objectif d'un pirate à un autre. Pour notre cas, pour Celab, on a créé une page identique à javadoc.io où on a pu cloner la même page et on l'a hébergé quelque part. Et une fois les utilisateurs vont y accéder, on va leur demander de télécharger un fichier ou de mettre à jour. En fait, il faut savoir ce qui se joue ici. Il s'agit également de la psychologie ou de la psychologie inversée, du social engineering. Les pirates ont plusieurs façons, plusieurs moyens d'abuser de la confiance des utilisateurs. Et on peut remarquer à 80 ou 90%, ça résiste toujours. Donc, sans plus tarder, on va voir notre page qu'on a pu héberger quelque part et on va exploiter cette vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? On a vu que javadoc.io a une vulnérabilité où il s'agit juste de donner 4/ et de maçonner l'URL en question ou les domaines en question directement, ça redirect. Donc là, 4/ et enfin je mets l'URL ou les domaines, les sous-domaines où je vais rediriger mes cibles ou les utilisateurs. Ça me donne une URL que je peux, si je vais cibler un politicien par exemple, une personnalité, je vais chercher des moyens, je peux l'envoyer un SMS, un message WhatsApp direct, où une fois il va cliquer, il va tomber sur les mêmes liens, sur la même page. La page sera juste identique. Mais aussi, il faut savoir quelque chose. Les pirates ne font pas de hasard. Comprenez que javadoc.io, c'est une plateforme au site qui permet de déployer ou d'héberger des librairies ou des librairies Maven, Java, Scala, Groovy, ainsi de suite. Donc, on sait bien que mes cibles doivent être des développeurs Java. Du coup, je peux créer un post sur Twitter. Voici une nouvelle version de javadoc
Javadoc.io est sorti, il fait ceci, il fait ceci, il fait cela. Là, je m'adresse à la communauté des développeurs, mais spécialement les développeurs Java. Lorsque j'ai ma phrase, maintenant, je prends mon URL, que j'exploite la faille de OpenRedirect qui est sur javadoc.io. Je partage la publication sur Facebook et sur Twitter, sur LinkedIn. Et là, remarquez, là, parce que là, je n'ai pas posté sur Twitter ou Facebook ou LinkedIn. Là, c'est une simulation. On suppose que les gens ont vu mon post et ils cliquent sur les liens. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est parce que c'est ça les liens en question, l'URL. Ils font cliquer sur les liens. Remarquez, ça nous redirige vers une autre page. Mais remarquez, la page est identique, même les favicons, les images, les contenus, les liens, les adresses email, tous sont en fait identiques. Tous sont identiques et pour un développeur, pour un utilisateur qui n'a pas la veille, qui ne vérifie pas, il va tomber dans cette piège. Il va croire qu'il est bien sur la page originale de javadoc.io. Et remarquez, parce qu'avant on a dit, un exploit, une attaque, n'est pas quelque chose de hasard. Il y a toujours un biais. Et vous allez remarquer, il y a un pop-up qui est affiché, qui dit Urgent, your system is outdated, preventing access to advanced features, expect slower speed and compatibility issues. Donc, c'est juste pour dire que votre système est obsolète. Il faut faire, si vous voulez accéder aux fonctionnalités avancées, il faut faire mise à jour, ainsi de suite. Tout ça, c'est juste pour amener la cible à télécharger le virus qui est derrière mes actions, sur les différents liens ou sur les différents boutons. Et de ce fait, autre chose il faut remarquer, dans les cas de phishing, de redirection, l'objectif de l'hacker ou du pirate est arriver à vous amener à installer son virus. Donc, même les boutons ou les liens cancel ou les liens download des updates ou mettre en jour fait la même action. Donc, même si vous cliquez sur annuler, ça vous renvoie toujours pour télécharger le virus. Même quand vous cliquez sur download, ça vous renvoie toujours pour télécharger le virus. Donc, peu importe l'action que vous allez prendre, c'est la même chose parce que l'objectif pour l'hacker est de vous amener à télécharger le virus. Et là, on peut même remarquer ça. Si je clique sur download the update, on va remarquer qu'on a pu télécharger un fichier, le virus. Et si je clique sur cancel, on va remarquer encore que j'ai pu télécharger un fichier, le même virus. Donc là, on est parti de la page javadoc.io qui a une faille de OpenRedirect. On a cloné la page entière, on a créé une autre page qui est identique, on l'a hébergée, mais sauf que on a mis des actions pour que les utilisateurs, les différentes personnes qui vont visiter cette page, une fois ils vont télécharger, ils vont en fait installer un virus, un backdoor. Et pour notre exemple ici, on va plutôt s'attaquer au système Android. Donc là, c'est une personne qui a installé, là on est sur MacBook. Donc ici le virus n'a pas d'effet. Mais aussi, comme on a parlé avant, il peut arriver que un hacker, s'il veut atteindre un objectif vraiment, parce que ça c'est juste un démo, mais dans la vraie vie, je pourrais en premier lieu identifier mes utilisateurs accèdent à ma page à partir de quelle source. Est-ce que c'est un téléphone Android? De ce fait, je lui propose un virus pour Android. Est-ce que c'est un système Linux? De ce fait, je vais lui proposer de télécharger un fichier, un virus pour Linux. Est-ce que c'est un iOS, un iPhone? Est-ce que c'est un MacBook? C'est comme ça, le virus sera dynamique et peu importe quel système d'exploitation ou quel équipement mes utilisateurs vont accéder à ma page, je peux leur proposer différents virus et ainsi de suite. Donc là ce que on va faire, là c'était pour vous montrer combien
Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Et là, je crois que je l'avais déjà copié. Là, on va maintenant ouvrir sur notre téléphone les liens en question. On va ouvrir sur notre téléphone les liens en question. Voilà, comme on a pu voir, ça nous redirige sur la page en question. Malheureusement, je clique sur télécharger. Ce qu'on peut faire d'autre, parce que ça, c'est juste un simulateur. Ce qu'on peut faire d'autre, comme j'ai téléchargé déjà le virus vers mes dossiers, je vais juste le copier là-bas comme simulation. Mais en premier, je vais vérifier si mes services sont en ligne, parce que l'attaque qu'on va procéder, on a en fait service qui est dans ma machine Take Ataka, et il est en écoute. Il y a des ports qui sont en écoute, et une fois mes cibles arrivent à télécharger le virus sur leur téléphone, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se connecter directement sur mon service qui est sur ma machine où moi j'ai l'accès, où moi j'arrive à contrôler, et par là, tout ce qu'ils vont, une fois j'ai une session, je peux arriver à tout faire au niveau de leur téléphone. Et là, sans plus tarder, je vais voir, ok, là j'ai les ports où mon virus va m'envoyer les éléments, et là j'ai les ports pour les contrôles. Le contrôle, c'est ici. Là, je suis déjà connecté. Le contrôle, c'est en fait ici. Le contrôle, ça me permet de gérer les différents téléphones ou les différents cibles qui sont connectés. Donc ici, je peux voir, ça, ce sont des tests avant. Vous pouvez voir, j'ai déjà 2 cibles qui ont téléchargé mon virus, mon backdoor, et par là, j'arrive à avoir accès. Je peux voir la dernière fois ils sont connectés, et ainsi de suite, les pays, l'adresse IP, le type de téléphone, et plus encore, si je clique sur Manage, je peux accéder aux données des GPS, aux données des activer le micro à distance, tout ce que l'utilisateur va parler une fois il est à côté de son téléphone. Moi, j'ai donc accès à ça, j'arrive à recevoir. Je peux voir les contacts, les historiques d'appels, les SMS, les Wi-Fi, les applications installées, les différentes permissions, les téléchargements, même l'explorateur des fichiers. Donc, avec mon virus, je peux arriver à voir tout ça. Donc là, ce qu'on doit faire, on va juste venir copier le virus qu'on a téléchargé vers ici, et là je peux voir mon virus est installé. Là, comme on est en simulation avec un émulateur, c'est pourquoi vous avez vu certains trucs qu'on a juste fait manuellement. Et là, le virus est en fait installé. Et si je fais, voilà, vous voyez, nous avons notre téléphone, le téléphone ici, nous avons directement accès, et vous allez voir que ça c'est une autre pays, ça dépend par rapport à ma configuration pour mon émulateur d'Android, là où il se trouve en fait. Et vous allez voir, là j'ai last ici le 24 février 2025 à 17h10 l'heure à l'actuel, parce que ici dans mon système au niveau de mon serveur qui contrôle les différentes sessions, il est à GMT. Là vous allez voir 17h, vous allez voir chez moi c'est 18h parce que moi je suis à GMT plus 1. Et là j'ai en fait accès au téléphone en question une fois juste ils ont téléchargé. Donc comme vous avez vu, ça ne demande même plus de faire ceci. Une fois on a téléchargé directement, on a accès. J'ai l'accès au niveau des contrôles, et là je peux aller dans Manage, je peux aller dans Contact, je peux essayer de récupérer les éléments.
Quelques secondes. Est-ce qu'on a un contact ici? On va essayer de créer un contact. Ah, on n'a rien comme contact. On va essayer de créer un contact. Test. User. Last name. Test. Mobile. Et là. Mobile. Le numéro. Je peux mettre par exemple 081. Blablabla. Blablabla. Je peux enregistrer. Là, on a test user 1. Et là, je vais créer par exemple un autre contact. Test user 2. Et les numéros, je vais mettre 097, blablabla, blablabla. Enregistrer, là j'ai des contacts. Et si je viens ici, j'essaie maintenant de mettre là c'est la session, contact. Je vais essayer de update pour voir si je peux récupérer. On va essayer de venir dans l'explorateur entre temps. Là c'est pas un téléphone réel. On peut essayer d'appeler par exemple 0. On peut essayer. Et ici je peux essayer maintenant voir si j'arrive enfin à récupérer call log. Je vous remercie pour les labs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y en a pas mal. Veuillez d'abord applaudir Monsieur Phil. En fait, moi, je voulais poser la question sur les permissions. Je pense que c'est quelque chose qui peut, on va dire, rendre impossible cette activité. Parce que j'ai vu que pendant un instant, l'utilisateur doit accepter. Nous, je sais qu'on est passé, mais pour un utilisateur à l'extérieur, comment le hacker, dans sa peau de hacker, traverse la partie permission de Android ou de iOS? Une bonne question. La raison pour laquelle, lorsque Google, en fait, les gens les concepteurs des téléphones, à chaque fois, parce qu'ils font aussi des recherches de vulnérabilité dans leur système. Et à chaque fois qu'ils trouvent une faille, ils les corrigent. Ils créent une autre version. Et à chaque fois qu'ils créent une autre version, ils demandent toujours aux utilisateurs de mettre un jour. C'est pas pour rien. Il y a déjà parfois, il se plaint que Apple vient avec des mises à jour à chaque fois. C'était sur iOS 12, tu dois aller. Je peux vous dire, il y a déjà jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent toujours des iOS 12. Alors qu'actuellement, on est sur iOS 18. 18.3 même. Oui, on est sur iOS 18.3. Mais il y a déjà été, et ils se disent que, par exemple, permettez-moi de dire, j'avais suivi, c'est un pasteur comme ça, il a dit, non, les nouvelles versions d'Apple là, et ça récupère, si c'est vos armes, des QR codes, des quoi. Il a dit ça parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas en fait pourquoi Apple a fait une mise à jour et il demande aux utilisateurs de mettre à jour. C'est parce que Apple lui-même, il a pu trouver une faille dans son propre système, il l'a corrigé et il a publié une mise à jour. Il vous demande de mettre à jour vos téléphones. Mais vous verrez, il y a toujours des gens qui sont sur des anciennes versions. Donc aussi, un exploit, une attaque, c'est pas quelque chose qui reste toujours à 100%, à 1000%. C'est ciblé. Comme Jimmy a vu ici, j'étais obligé de donner les permissions. Parce que je suis dans ces versions d'Android qui est sécurisée que Google a fait en sorte que pour n'importe quelle application que vous installez, mes autorisations par défaut sont refusées.
pour avoir autorisation par rapport à thème, vous devrez autoriser, vous étant utilisateur. Donc, sans avoir l'autorisation, oui, normalement, je n'allais pas avoir accès aux contacts ou aux appels. Mais ça ne dit pas que, étant que j'ai un objectif bien défini, cela sera un obstacle pour moi. Non. On a aussi dit au départ que certaines virus ou malware. L'exemple qu'on a fait ici, c'était une application Android. On a mis une virus sur une application Android et une fois quelqu'un l'installe, il a le virus. Autre chose qui est à laquelle j'allais faire, c'est quoi? J'allais créer, par exemple, une application vraiment qui fait une action. Par exemple, parfois, ça peut être, par exemple, des applications des sites de rencontres. La calculatrice. Hein? Oui, des applications des sites de rencontres. Ça peut être une calculatrice. Ça peut être un jeu vidéo. Mais sauf que dans le jeu vidéo en question, il y a mon virus dedans. Vous l'installez et au moment pour l'utiliser, et je peux aussi faire des publicités. Hein? Sur mon jeu vidéo, je peux même payer des ads. Je peux payer même des ads et tu vas voir beaucoup de ces publicités jusqu'à ce qu'il y ait un jour que je télécharge ça. C'est un vrai jeu. Mais pour jouer au jeu, utiliser l'application, le jeu vous dit que l'application demande telle autorisation. C'est la même chose même quand vous installez Facebook ou WhatsApp ou TikTok. TikTok vous demande qu'il faut autorisation à votre contact, à votre téléphone, à votre caméra. Si vous voulez prendre une caméra, il faut autorisation à votre caméra. Donc, c'est la même chose aussi laquelle fait faire. Songez, il vous incite à donner l'autorisation pour que Songez commence. Il a développé, il a programmé ça comme ça. Or, à l'arrière-plan, vous avez installé un virus qui, lui, il a maintenant l'autorisation de récupérer les éléments. Autre chose que laquelle on peut faire, parce que les virus ne se distribuent non seulement par des applications, par des logiciels, même par des fichiers médias. Un PDF, par exemple, c'est très courant. Même les photos. Et là, vous n'allez même pas voir que là, ça sera une attaque que l'hacker ou les criminels vont arriver à avoir une session à partir de votre téléphone. Non pas parce que vous avez installé une application qui vous donne des autorisations, mais parce que vous avez ouvert une photo, un fichier PDF. Peut-être dans le fichier PDF ou le fichier Word ou Excel, il y a des macros, il y a des trucs qui s'exécutent et ça crée automatiquement une connexion avec les serveurs distants de l'hacker. Bonsoir, je suis Lilian Badibanga, étudiant en sécurité informatique à l'UPC. Alors ma question s'adresse à M. Phil. Il avait justement dit que lorsque la victime installe l'application et que la backdoor s'installait, il ne suffisait pas de désinstaller l'application pour pouvoir supprimer la backdoor, simplement parce qu'elle ne s'exécute pas sur le premier processus principal, mais sur un autre processus. Alors, comment faire justement pour arrêter la connexion entre mon téléphone et votre serveur? Ok, là c'est comme écran. Supposons pour les cas on a eu le virus qui est passé, c'était pas déjà Covid-19, oui, le coronavirus, le virus Covid. Lorsque vous êtes atteint de Covid, il va falloir un diagnostic. Le médecin va faire un diagnostic pour voir qu'est-ce que vous souffrez, quels sont les différents virus ou les différents malades, les différents microbes qui se trouvent dans vous. À partir de là, le médecin saura, ok, c'est le virus de COVID qui me passé en a. Là, le médecin saura comment traiter les virus pour les COVID. C'est la même chose. Donc, si vous désinstallez l'application, la session sera toujours ouverte parce que c'est l'autre processus qui en fait exécute. Mais vous, on peut dire, la plupart déjà,
qui ne sont pas peut-être experts en forensique ou en cybersécurité ou qui n'ont pas la veille de la cybersécurité ou qui négligent tout simplement la sécurité, ils vont penser en fait qu'une fois désinstallé l'application, le virus est parti. Mais non. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir faire un diagnostic sur le téléphone, vérifier parce que dans les forensiques ou au niveau de la défense, comme notre ami M. Jérémy qui est expert, ils ont des techniques pour maintenant faire un diagnostic, vérifier les systèmes, quels sont les différents processus qui sont en cours. Ils peuvent vérifier quels sont les différents processus qui sont en cours. Est-ce que tel processus se comporte normalement? Est-ce que tel processus, ils peuvent voir qu'il y a un processus qui consomme beaucoup de l'énergie. Il y a un processus qui consomme beaucoup de la bande passante des réseaux. Il y a un processus qui est nommé bizarrement. Il y a un processus, son fonctionnement, il est un peu inconnu, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il y a un processus qui est étrange. Donc, à partir de tout ça, on va investiguer, essayer d'apprendre de plus sur le processus en question. Et si on trouve que le processus, c'est un processus malveillant, on va maintenant tirer le processus, voir. Parce que certains processus, ils peuvent s'impliquer dans différents fichiers. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit éliminer directement. Donc, il va falloir faire une investigation, diagnostic, vérifier tous les différents fichiers que le processus en question écrive, où il a accès. Donc, supprimer tous ces éléments, supprimer le processus allumé, et même restaurer le téléphone et même mettre en jour les systèmes et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs façons. Et là, M. Jérémy est plus adapté parce que c'est le travail qu'il fait chaque jour. Combattre les ennemis, combattre le virus, combattre à ce que le système soit sécurisé à tout moment. Et voilà. Monsieur Jérémy? Juste un commentaire, malgré que M. Phil a vraiment tout détaillé. Donc, il y a des outils appropriés en forensique pour pouvoir analyser les processus au fait de la machine qui est impactée. Peut-être on peut prendre l'image de la machine, puis après on va pouvoir analyser. Mais pour dire vrai, dans nombreux des cas, c'est difficile de pouvoir identifier en fait, le processus malveillant. Donc, la solution en fait, qui est plus recommandée, c'est de pouvoir refaire le système, rebuild la machine et puis après on redéploie encore les applications. Donc c'est difficile avec une machine affectée de pouvoir éliminer la menace directement. Monsieur Dan, vous qui êtes dans le data analyst, ce genre de système, ce genre de faille, ce genre d'exploitation de vulnérabilité peut être bénéfique pour vous après toutes ces données. Je ne sais pas, les hackers ne travaillent pas avec vous par hasard? Non, bénéfique pour moi, non, justement parce que c'est aussi mon rôle de pouvoir garantir la sécurité des données des utilisateurs, de l'infrastructure, des entreprises. Donc c'est plutôt malveillant et ça nécessite justement que les entreprises soient aware par rapport à ça, les utilisateurs aussi. Donc j'ai vraiment aimé cette session parce que ça a révélé au fait que la cybersécurité n'est pas qu'une affaire des entreprises, des professionnels, mais une affaire de tout le monde. Ça veut dire que de manière basique, on doit avoir une certaine sorte de phishing resilience, par exemple. On doit avoir un certain niveau de maturité pour savoir faire face à tout ça. Il a parlé des techniques au fait, qui sont souvent utilisées. Et je vois, par exemple, pour les fins d'année où il y a des vœux qui sont envoyés via des liens plusieurs fois aussi. Je ne sais pas sur Kinshasa si on a connu ça, mais plusieurs fois, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on reçoit même les messages venant de cette fameuse Madame Sirène, par exemple. Donc, ils arrivent à collecter des informations comme ça. Donc, je pense que c'est très pertinent. Et pour nous qui tenons justement la sécurité des données, justement, ça demande justement un niveau de sécurité, d'awareness assez élevé pour pouvoir faire face à cette menace qui est criante. On va continuer avec vous, Monsieur Jérémy, qui est dans le domaine de la défense. Avez-vous connu Partagez-nous un peu plus sur votre expérience, sur ces genres de failles, ces genres d'exploitation dans le concret. On y revient finalement. Ok, on a eu déjà fait face à plusieurs incidents, mais on va aller dans le même cas de
de virus en fait qui infectent des serveurs d'applications, des serveurs qui offrent des web services. Et parfois en fait on arrive de fois lorsque un serveur est installé sur une machine, elle peut là c'est un exemple je pense d'un ransomware, donc elle peut crypter les données. Dans le cas d'un backdoor, donc elle s'installe en fait dans le cœur du système, donc et parfois en fait on a en fait cette difficulté, et lorsqu'en fait on détecte que il y a un serveur qui est infecté ou bien une machine qui est infectée, on l'isole pour effectuer en fait les investigations, aussi empêcher en fait que le virus puisse se propager vers d'autres terminaux. Donc après l'isolement, donc on effectue une analyse et on s'assure qu'on détermine la route cause. Déterminer donc c'est arrivé comment. Donc route, donc la racine. Donc c'est à partir de quoi? Est-ce un phishing? Est-ce par exemple un téléchargement peut-être malicieux? Donc après en fait identifier, après avoir fait des analyses, on peut prendre une conclusion. Peut-être on rebuild, donc reconstruire en fait la plateforme, et on s'assure en fait que toutes les mesures de sécurité sont prises en compte. On s'assure que les outils de sécurité sont bien installés. Par exemple, au fait que la machine est placée dans une zone spécifique. On s'assure, par exemple, ça c'est juste un terme, le zoning, donc la ségrégation du réseau, afin de limiter en fait le démouvement latéraux. Donc, on prend en compte un peu toutes les opérations en fait pour s'assurer que cette attaque au fait ne se reproduise plus. Et on prend des leçons. Donc, ça c'est juste le life cycle de l'incident management. On prend les leçons pour s'assurer que cela n'arrive plus, et des recommandations pour des futures expériences si on doit faire des simulations. Donc, c'est un peu ça. Et en termes de dommages, il y a beaucoup de pertes. En termes de dommages, oui, ça dépend en fait si les serveurs impactés en fait sont des serveurs qui offrent des services par exemple liés aux finances. Donc là en fait c'est une perte pour l'entreprise. Et là en fait on évalue aussi la valeur en fait de l'asset qui a été impacté. Et là en fait ça dépend aussi l'impact, donc peut-être au niveau réputationnel, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau de brand. Donc on tient en compte un peu de cette analyse dans le cycle en fait de l'incident. Donc, et ça dépend en fait aussi si des informations en fait sont impliquées, le type d'informations, si ce sont des informations confidentielles, par exemple qui appartiennent aux abonnés et ainsi de suite. Donc on s'assure en fait, on est en communication avec le régulateur pour éviter certaines pénalités. Donc il y a une certaine régulation par rapport au type d'incidents en fait qui peuvent se vivre en fait au sein d'une organisation. Donc, c'est un peu ça, en fait, par rapport... Monsieur Dan, vous qui êtes dans la sécurisation de données, je n'imagine pas le stress en cas de détection de ces types d'attaques. Parlez-nous un peu plus de comment est-ce que vous gérez cela dans l'équipe. Ah, ok. Au fait, nous ne sommes pas non plus épargnés, hein, comme mon confrère Jérémy l'a dit. Donc, plusieurs fois, justement, les méthodes qui sont utilisées par les hackers, c'est le phishing. Ils lancent une campagne de emailing. Justement, c'est vraiment bien étudié. On sait peut-être que nous utilisons régulièrement des services Microsoft, qui a souvent des mises à jour sur des plateformes, que parfois les users ont besoin de update leur password. Donc, c'est tout ça, au fait, auquel on fait face. Mais juste après, hein, on a compris aussi qu'au-delà des techniques, des opérations et de toute l'infrastructure de sécurité qu'on met derrière, on a aussi misé sur les utilisateurs. Hein. En tout cas, on a mis en place en fait une plateforme où on remet régulièrement à niveau les niveaux des utilisateurs, pas comme des experts, mais comme des personnes qui savent comment réagir en cas d'incident. Et justement, c'est très suivi justement au point où on prend parfois des mesures fortes, hein, comme le blocage des users ou le blocage de leurs assets, tant qu'ils n'ont pas suivi la formation par exemple. Ça nous assure que devant un incident, hein, ils savent comment réagir. Hein. On a mis en place justement ce qu'on appelle un phishing resilience pour essayer de voir en cas de phishing comment est-ce que les utilisateurs savent réagir. Mais justement, c'est pratiquement les mêmes méthodes qui sont aussi utilisées chez mon confrère Jérémy. Donc lorsqu'il y a un asset par exemple qui est infecté ou qui est atteint, la première chose justement c'est de pouvoir l'isoler. Voilà, on procède au diagnostic, il y a aussi étudier la route cause et peut-être apprendre justement de ce qui s'est passé et puis prendre les mesures pour la suite justement.
Monsieur Dan, avez-vous des recommandations par rapport à cette faille ou de conseils à nous donner? Pour les recommandations, je préférerais laisser la parole à Jérémy, mais plutôt, au fait, moi je veux plutôt appuyer ce que M. Klimi disait. C'est que, comme je le disais précédemment, la cybersécurité, c'est une affaire très sérieuse et elle affecte sérieusement les entreprises. Et si on peut peut-être revenir dans les tendances, les 3 dernières années, les institutions les plus touchées justement étaient les institutions étatiques. Je crois qu'il a commencé mais il n'a pas fini, il avait été arrêté. Il y avait la SNEL en premier en 2021 qui avait... La CENI a également... Oui, À part la CENI, une attaque pendant les et élections. à part la CENI, il y a aussi le Sénat. À la veille des... À la veille des élections, en fait, même le président en fait, l'a annoncé que nous avons subi au moins plus de 3000 tentatives, 3244 pour être les options de Comment tu parlais le CITEX, Baro? Comment tu connais? C'est une question qui m'a intéressé justement, alors je suis allé deep sur la question. Ok. Non, exactement, en fait, c'est une question étatique et vu donc l'organisme, ou bien la source impliquée, donc on accusait les Russes, donc c'est pour dire que le cyberespace c'est un délire vraiment. Quand détend Twitter, les Russes sont loin. Ceux qui ont hacké SNEL, c'est des gens du pays parce qu'ils ont publié des messages qui nous concernaient. Oh non, et puis c'est en lingala même les messages qu'ils publient. Si on a peut-être des affiches, des captures d'écran, je suis sûr qu'il y en a qui ont regardé des captures d'écran. Quand ils ont hacké, ils ont redirigé vers des sites qui ont publié des messages en lingala. Donc les Russes vont pas se donner la peine. Non, en fait, ça c'est par rapport à la tentative en fait, d'intrusion avec la CENI en décembre 2023, donc exactement, c'est différent. Ouais. SNEL est venu en 2021, d'accord. Il y a eu le Sénat aussi, le site du Sénat en 2022. Il y a aussi le compte Twitter de l'ancien président du Sénat, Bati Lukwebo, en 2022, qui a aussi été attaqué. Donc c'est une menace qui est assez sérieuse. Vous voyez comment est-ce qu'à partir d'une faille, on peut vraiment exploiter et pouvoir nuire au pays. Le président du Sénat, c'est quand même une haute personnalité. Et vous savez justement que quand on a accès à son compte, on peut vraiment faire beaucoup de mauvaises choses qui peuvent nuire à la République, à sa réputation aussi justement parce que c'est un homme politique qui se voudrait avoir une longue carrière et toutes ces choses. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire comme rapport. Juste insister sur une chose que M. Jimmy a juste parlé. Donc c'est en termes de cybersécurité, en termes de formation et de métier. C'est un point vraiment très important et c'est très capital. Et je suis ravi au fait d'avoir des étudiants en sécurité informatique. Il y a quelques années, en fait, il n'y en avait pas. Donc, on était assez conscients. Moi, d'ailleurs, je suis surpris de voir que à Kinshasa, on a fait une option pour la cybersécurité à l'IPC parce que ça n'existe pas. Ouais, exactement. Et vu le besoin et l'expansion en fait de la digitalisation, donc on fait face maintenant à des nouvelles menaces. Et nous avons besoin de la main-d'œuvre. Et vraiment, en fait, moi, en tant que faisant partie en fait, du management cybersécurité, j'ai interviewé plusieurs personnes en fait. Et il y a vraiment cette carence de talent en cybersécurité. Et vraiment, en fait, j'appelle à vous, comme vous êtes déjà fait dans le bain, et de pouvoir progresser, de pouvoir se former, de pouvoir se certifier. Parce que ce qui donne plus de la valeur, c'est quand en fait on a fait cette reconnaissance, vous avez une certification internationale qui prouve vos compétences en informatique. Et là, en fait, vous serez facilement sollicité. Le monde actuel de l'emploi, dans les banques, dans les télécommunications, dans les institutions publiques, ils ont vraiment besoin de la main-d'œuvre en cybersécurité parce que les attaques arrivent. Les attaques elles viennent avec envergure. Donc, nous avons en fait la technologie qui évolue, nous avons l'intelligence artificielle, machine learning et ainsi de suite. Tout ça, en fait, ça permet en fait de croître en fait la menace en fait qui est déjà existante. Donc, je vous invite plus à vous former, à avoir une certification internationale. Cela en fait vous donnera un plus et vous aidera aussi à protéger les cyberespaces congolais. Merci. Moi, j'ai pas vraiment une question, mais j'aimerais faire part un peu de ma préoccupation. Vous avez justement dit qu'il y a carence de talent. Est-ce que ça, c'est pas dû au fait justement que quand on parle de la cybersécurité, toute la lumière justement est mise justement sur le métier de pentester, hacker éthique, alors qu'il y a tout un tas d'autres métiers un peu comme le vôtre justement, et les métiers de la GRC, où il y a justement la demande, mais toute la lumière, même au niveau de la formation, les médias, les films, toute la lumière justement est mise au niveau du métier de pentester, etc. Ouais, exactement, en fait, c'est vraiment, en fait, je peux dire une illusion, en fait, quand on donne un peu de la cybersécurité. Cybersécurité, c'est un univers vraiment complexe.
Donc, un univers vraiment complexe. Il y a des métiers vraiment très différents. Nous avons les analystes en cybersécurité. Eux, ils sont là peut-être pour analyser, gérer les events, comment implémenter des solutions de sécurité pour des détections d'intrusions et ainsi de suite. Nous avons en fait des consultants en gestion de risque et conformité. Nous avons par exemple aussi un expert en réponse à l'incident. Donc, en fait, tout ça, en fait, ce sont en fait des métiers dont nous avons besoin. Donc, en fait, et pouvoir se former. Et la base, comme Monsieur Jimmy l'a dit plus tôt, c'est avoir un peu cette base en IT. Et souvent, en fait, on fait face à des candidats, en fait, qui ne maîtrisent pas vraiment, en fait, les Adresse IP. Donc, par exemple, on peut te demander juste le modèle OSI. C'est difficile, tu vois. Donc, juste énumérer, en fait, les 7 couches, c'est compliqué. Si on va dans les ports, on a parlé des ports il y a quelques temps, donc c'est compliqué. Donc, en fait, si on peut avoir cette base, donc maîtriser les réseaux informatiques, avoir la connaissance, au fait, des system operations, donc tout ça, en fait, donne un plus. Malgré que c'est vrai qu'on sait, donc, au sein en fait, de la population, il n'y a pas vraiment en fait de talent. Mais on donne quand même cette opportunité à des personnes qui sont volontaires, qui peuvent se former même en autodidacte. Donc là, en fait, ça, c'est un élément en fait, que j'aimerais en fait, féliciter Monsieur Phil. Monsieur Phil s'est formé, je ne sais pas en fait, si que dire qu'il a une université où il est parti, où il a eu ses compétences qu'il a maintenant, je ne sais pas. Mais il a eu cette volonté de pouvoir se former et se développer. Et ça lui a donné plus de valeur, même certaines personnes en fait qui ont une certaine certification. Donc c'est pour dire que la base en fait réside dans la connaissance et la possibilité de pouvoir démontrer que tu peux apprendre encore plus et te développer. C'est ça. Merci. La cybersécurité est une spécialité. Ça, on insiste encore, on est en train de conclure. C'est peut-être qu'on comprend tous que la cybersécurité est une spécialité de l'informatique. Donc, vous devenez pentester comme Monsieur Phil l'a montré. Vous n'avez pas de base en développement. Vous allez pentester, vous allez trouver des vulnérabilités, mais elles ne vont vous servir à rien. Vous voulez, on va dire, faire la sécurité d'une infrastructure, vous ne connaissez pas l'infrastructure, voilà, vous ne savez pas de quoi. Vous devez savoir le contexte, l'étendue de votre spécification. Et même, j'ai aimé l'exemple de la GRC. Encore la GRC. On pense que comme c'est beaucoup de lecture, ça ne demande pas on va dire, d'expérience technique. Mais un GRC gère. Ah, c'est beau, hein? Un GRC gère, en fait. Il est censé écrire des normes, des politiques qui permettent à l'environnement de sécurité de tourner. Monsieur Phil, lui, sera tenté de pentester. Pour un produit en production, un service en production, Monsieur Phil, sans la GRC, il va le pentester. Et même si voilà, ça peut impacter un tout petit peu le business, d'un point de vue technique, lui, ça ne le dérange pas. Dans la GRC, met des barrières, des garde-fous autour de cet espace pour permettre à tous les services de tourner. C'est-à-dire, on va dire, je ne veux pas dire la cyberattaque, mais je veux plutôt parler de l'incident, de la gestion d'incidents, de la gestion des données, de la GRC, de l'analyste, du contrôleur, de la security by design, de toutes ces personnes qui entrent dans cet engrenage, de bien fonctionner. Donc un GRC doit tous les connaître tout leur métier, leur cœur d'activité, pour savoir leur proposer de la documentation qui peut canaliser leur activité justement. Donc GRC, c'est pas quelqu'un qui ne connaît rien, c'est quelqu'un qui connaît tout. Il doit avoir serti les câbles, il doit avoir configuré des machines, des routeurs. Il ne doit pas avoir peur de certaines marques. On sait tous qu'on a tous un peu peur de Juniper et certaines marques de routeurs. Il doit avoir connu un éventail de structures, un éventail d'outils, un éventail de métiers pour pouvoir proposer des normes appropriées. Sinon, à part ça, il faut se lancer. Nous, on est là, on a créé ça pour discuter, créer une bulle de réflexion. En fait, c'est ça que nous sommes.
Nous sommes une bulle de réflexion. Si vous n'avez pas vu ce genre d'initiative avant, ça va être fait tous les mois. On va tous les mois parler d'un sujet différent. Et pendant qu'on va faire notre petite pause, on va essayer d'échanger. Aujourd'hui, croyez-moi, on a vraiment commencé léger. On a pris des sujets et on s'est dit de commencer très léger. Le mois prochain et ceux qui suivent, on va sur des choses un peu plus... Si on ne tape pas dessus, après les publications, on va attaquer des sujets un peu plus en profondeur, parler un peu plus de ce qui se passe réellement dans ce monde, dans notre pays, dans l'univers cybersécurité. Mais personnellement, j'ai aimé l'intervention de tout le monde. Et je vais peut-être demander à Madame Bélange de prendre encore les questions, même en dehors hors caméra, pour qu'on continue à travailler à l'amélioration de cette initiative. Mon numéro et mon site est pleinement ouvert pour vos remarques ainsi que vos questions qui sont restées pour nos intervenants ou même pour notre expert lab. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre CyberAsk Broadcast numéro 1 du 22 février 2025. Ici avec vous, nous avons été ravis de pouvoir discuter, de pouvoir apprendre un peu plus et aujourd'hui, nous avons découvert les failles du web. Merci à Monsieur Phil, merci Monsieur Jérémy, merci Monsieur Dan et merci Monsieur Jimmy. À très bientôt pour un nouvel épisode de CyberAsk Broadcast.